Salam alaikum Azul, bonsoir. Le président Trump a ceci de méritoire et qu'il ne se cache pas derrière son doigt. Il dit les choses de la façon la plus brutale et la plus directe qui soit. Et il ne s'embarrasse jamais de mièvrerie quand il a affaire aux Arabes, y compris ses alliés, ses nervis, ceux dont il se sert comme d'une carpette. Oui, M. Trump, on le voit arriver de loin, droit dans ses Rangers. Lui, la communication en poulet et les chichis, il ne connaît pas. Lui, c'est une nouvelle mode de communicant. Lui, c'est Communicator, deuxième saison. Et il a très tôt compris que plus c'est gros et mieux ça passe. Et il est loin d'être seul dans cette très vaste opération de communication sur la question palestinienne. C'est une armada de communicateurs New Age, avec des moyens à peine imaginables, et surtout un toupet érigé en mode de communication. Juste dire le contraire de ce qui est, mais le soutenir sans ciller des yeux et ne reculer devant aucune outrance. Transformer le monstre en seul symbole de la démocratie dans toute la région et la victime d'un génocide qui ne se dit pas en terroriste qui empêche le monde entier de respirer. C'est dans cette immense tragédie que débarque Trump avec son projet du siècle. Un projet du siècle qui consacre de la manière la plus forte qui soit la victoire de l'oppresseur sur l'opprimé. Et pire que cela, dans le même moment que le projet du siècle finit d'achever la Palestine historique et le rêve palestinien, il procède de la plus grande humiliation du peuple palestinien, puisque pour emporter son adhésion, il lui agite 50 milliards d'investissements sous le nez, parce qu'il connaît la bassesse et la corruptibilité de la plupart des pseudo-leaders palestiniens. En fait, il est utile de le rappeler, ce plan de Trump est aussi celui de son gendre, Jared Kushner, l'un des plus influents personnages du lobby sioniste aux USA, et néanmoins farouche défenseur des colonies israéliennes illégales. Oui, ce gendre-là est le principal artisan du projet du siècle. Trump a dit de son plan qu'il est win-win, gagnant-gagnant, pour les deux parties. Win-win pour un peuple à qui on a tout arraché, qu'on a broyé, qu'on a vidé de toutes ses forces, qu'on a dispersé aux quatre vents. Un plan win-win qui offre tout le pays aux sionistes, qui légalise tout ce qu'ils avaient pillé, qui morcelle le très peu de terres qui sont laissées aux Palestiniens et qui pousse le mépris jusqu'à les laisser se rendre visite les uns les autres en passant par un tunnel. Oui, le projet du siècle ne prévoit pas une route pour les Palestiniens pour aller se rendre visite, mais un tunnel comme des rats. La question de Jérusalem-Est est tranchée nette. La ville sera exclusivement juive. Même le mont du Temple, la mosquée Al-Aqsa et son esplanade. La solution de Trump et de son gendre pour les colonies israéliennes illégales est tout aussi radicale. Il faut juste les légaliser, ces colonisations illégales, pour qu'elles ne soient plus illégales. Pour les réfugiés, une solution tout aussi définitive. Interdire à jamais leur retour dans leurs terres. La question du retour aux frontières de 1967 est elle aussi définitivement enterrée. Et pour ce qui est de l'État palestinien, Trump et son gendre le voient comme une sorte de proconsulat
de patchwork étroitement contrôlé par les Israéliens et qui doit faire la preuve de sa bonne volonté, de son attachement à l'État d'Israël en combattant ses propres compatriotes, ces terroristes palestiniens qui pourraient refuser le projet du siècle. Trump et son projet du siècle. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous aurons avec nous Christophe Oberlin qui devrait nous rejoindre bientôt. Christophe Oberlin est chirurgien, auteur. Et nous avons ici avec nous Idir Ounoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci. En face de vous, Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 89. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir Idir. Bonsoir à toi, Brahim. Alors, moi je vous propose avant de commencer d'aborder le sujet du projet du siècle de M. Trump, de commencer à parler un peu de l'Algérie. Demain, je vous rappelle que c'est V50, comme ils disent au Hirak. Aujourd'hui, ils ne disent plus vendredi 50, ils disent V50, M50, mardi et vendredi. Donc demain, c'est très important, c'est le 50e vendredi de la grande mobilisation. Entre-temps, les enseignants du primaire sont tous entrés en grève et ils sont porteurs de revendications socio-professionnelles. Alors, sur le Hirak, sur le vendredi 50, attendez, juste quelque chose. Nous commémorons aujourd'hui le 8e anniversaire. La disparition de M. Abdelhamid Mahri. Abdelhamid Mahri, Rabbi Yarhamou, décédé le 30 janvier 2012. Nous allons regarder un peu de... لأن الديمقراطية التي تحتاج إلى الدبابة لحمايتها هي ديمقراطية مريضة. لكن كون الشعب يرتاح لرؤية الدبابة هذا مشكل سياسي. Un mot sur Abdelhamid Mahri. Pour Abdelhamid Mahri, je pense que c'est quelqu'un qui a fait un parcours extraordinaire durant le mouvement national, au GPRA. Il a été, me semble-t-il, diplomate à un moment. Oui, il a été ambassadeur. Ambassadeur à Paris. Oui, il a été ambassadeur à Paris. Qui plus est, d'abord, c'était une personne humble, honnête. C'est un homme de conviction. Parallèlement à ça, il a subi un coup d'État au sein du FLN suite aux accords de Saint-Égidio. Un coup d'État scientifique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? La phrase qu'il vient de prononcer en langue arabe, là, où il dit que la démocratie qui serait à l'ombre des blindés est une démocratie malade. Ouais. Et je pense qu'on y est aussi aujourd'hui. Que retenir de cet homme, d'un parcours extraordinaire, avec peut-être des hauts et des bas. Mais il faut reconnaître que ça a été une personnalité qui a marqué l'histoire de l'Algérie, à la fois dans le mouvement national et post-indépendance. J'ai connu 2 épisodes de cet homme délicieux, de toutes les façons. Très délicieux comme homme, délicieux. Je l'ai connu alors que j'étais dans l'opposition, il était ambassadeur. Ici à Paris. À Paris. Oui. Donc nous avons eu affaire à Cheikh Abdelhamid Mahri. Il n'était pas commode, hein? Non,
Non, sincèrement. C'est un trait de caractère, Brahim. C'est un vrai. Oui, non. Mais il faisait son boulot. Voilà. C'était sérieux. Je me souviens, juste une anecdote. Il y avait une conférence à l'École normale supérieure, rue d'Ulm. Il y avait là Ali Messili, Hussein Ahmed, des cadres du MDA, j'y étais. Il y avait Harbi à la tribune avec d'autres historiens, Pierre Vidal-Naquet notamment. Et puis, Mahri voulait absolument entrer en contact avec Hussein Ahmed, Allah yarhamou. Il voulait absolument, il était à côté de nous. Bon, Hussein échappait, il ne voulait pas. Pourtant, je connaissais très bien, c'était des amis. Et finalement, Abdelhamid Mahri, Allah yarhamou, lui a mis son numéro de téléphone dans la poche. Ayatli. Je trouve ça délicieux. Ah oui, franchement. Oui. Et puis, moi, je l'ai connu après, notamment quand il était devenu secrétaire général du FLN, et les positions qu'il a prises, je l'ai rencontré à Paris, et j'ai découvert l'homme. L'homme, le diplomate, il a toujours été, d'ailleurs, j'en avais parlé à l'époque avec Mbella, parce que Mbella l'avait marginalisé. Il n'y avait pas que lui, parce qu'il avait été marginalisé. Lui, qui a été ministre du GPRA, il était devenu directeur de l'école normale de la Bouzaria. Oui. J'en avais parlé, absolument. J'en avais parlé aussi avec lui, ou sinon c'est lui qui m'en avait parlé. C'est Ahmed Talib Brahimi, qui, le mot n'est pas adéquat, qu'il l'appelle, pour ne pas dire autre chose, qu'il l'appelle au ministère de l'Éducation nationale et qu'on avait fait le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est un homme, c'est un vrai politique. Oui. Vrai politique. Oui. Et il a payé quelque part, en tout cas avec Ben Bella, il n'était pas le seul. Et Ben Bella l'avait regretté devant moi, parce qu'il était centraliste. Et un pur sucre. Oui, tout à fait. Et un pur sucre. Donc il a payé cette phase-là, comme d'autres d'ailleurs. Rabbi yarhamou Saleh. Moi aussi, je l'ai connu, j'ai eu l'occasion de le rencontrer un jour à Genève lors d'un symposium. J'ai eu l'occasion de vérifier combien il était affable. Ah oui, tout à fait. C'est pour les gens qui l'ont connu, c'est un homme d'une grande culture, d'une très grande culture. Et qui a une vraie notion de l'État. Oui. Même quand il était au FLN, il avait le sentiment de servir. Et c'était un homme, absolument. J'en ai parlé quand il était ambassadeur, il pensait servir le pays. Absolument. Mais c'est un vrai politique. Oui. C'est un vrai politique. Absolument. Il savait ce que c'était que la politique. et comment l'exercer. C'était rare. Rabbi yarhamou et Saleh. Alors, demain, V50, vendredi 50e, qui est une date importante pour les hirakistes. Alors, mes chers amis, Je te laisse. Vas-y. comme vous êtes gentils aujourd'hui là avec On est toujours gentils. On se passe les plats souvent. Voilà. le constat. Il y a que l'histoire qui ne repasse pas les plats. Tout à fait. Allez-y. Qu'est-ce qu'on peut dire demain? On ne peut qu'espérer qu'il y ait beaucoup de monde. On ne peut qu'espérer que la mobilisation continue. On ne peut espérer qu'on fasse corps encore. Mais à un moment donné, il faut que cela cesse. Pas les marches. Les marches qui sont un moyen extraordinaire de pression sur le pouvoir, mais trouver les voies et moyens, on en a parlé souvent avec Brahim, de passer d'une phase de résistance, que je dirais, pas passive, mais presque, à une phase de dynamique. Et comment articuler des leviers et justement... Plus concrètement, comment vous aidez le Nord? Vous êtes un citoyen algérien, vous êtes souvent au Hirak, moi je vous ai croisé plusieurs fois, comme Brahim aussi d'ailleurs, à la place de la République. Mais comment voyez-vous, comment articuler ce que vous êtes en train de dire autour du Hirak actuel? Quelle proposition concrète pourriez-vous nous faire pour qu'il y ait soit une représentation, soit une autre dynamique, soit une autre cadence, de façon concrète? De toutes les manières, moi, je ne conçois pas ce que je pourrais appeler les dynamiques solitaires. Oui. Je pense plus et je crois plus à la convergence de dynamiques de groupe. Il y a une première initiative, encore une fois, qui est le PAC. Il faut la laisser grandir, il faut la laisser mûrir. Il y a d'autres initiatives qui sont en train de se créer. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura confluence. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas que, comme vous le disiez dans vos précédents éditos, que l'on se focalise sur ce qui nous
ce qui nous affaiblit, ce qui nous différencie, aller à la convergence et obtenir par un rapport de force vrai, véritable, la transition. C'est pour ça que je dis souvent que même au niveau des éléments de langage du Hirak, il faut à tout prix qu'on n'ait qu'un seul mot qui serait le vecteur principal, qui est demander la transition. Oui, mais ça reste vague, ça. Demander la transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement disqualifier tout ce qu'on propose de nouveaux pouvoirs, en termes de politique, en termes d'ouverture, en termes de révision. Se tenir à une seule revendication. Une seule, la principale, qui serait la transition. À partir du moment où tout le monde serait d'accord pour parler de la transition, de manière mécanique, et, étant donné que la présidence de la République est devenue le bras politique de l'état-major, quand vous disqualifiez ce que dit la présidence de la République, mécaniquement vous disqualifiez l'état-major. Parce que c'est une mauvaise, c'est la pire des solutions. Il a proposé une mauvaise solution pour de vrais problèmes au pluriel. La question, elle est celle-là, parce qu'on ne peut pas rester de manière statique comme ça, à dire bon, on va marcher, mais il faut donner du contenu, il faut que ça fasse résonance à un moment ou à un autre, il faut que ça bouge, il faut que les lignes bougent. Oui, mais on y reviendra. À part de nous proposer la transition, qui reste elle aussi une notion très vague, très aléatoire. Non, la transition, pardon, allez-y, pardon. Pourquoi ne proposez-vous pas des palliatifs clairs qu'on comprenne, par exemple élection de représentants au niveau local, organisation des corporations en vue de dégager des représentants par chaque corporation, coordination entre les universités, des choses comme ça, concrètes. Toutes ces questions, moi j'ai fait un peu d'organisation politique, donc toutes ces questions-là, elles sont évidemment à l'ordre du jour. Mais comment les faire aboutir? Il est impossible de structurer un mouvement aussi massif. Eh oui, justement. Parce qu'il y en a beaucoup qui, par démagogie, qui par paresse intellectuelle, font dire non, le Hirak doit rester uni. Je veux bien, mais il faut bien qu'on rentre donc maintenant dans la construction d'une véritable alternative. Oui. Depuis bien avant le Hirak, rappelez-vous, nous avons appelé ici Ibrahim, beaucoup d'autres et moi-même, à ce que les barreaux puissent se déterminer, le Conseil de l'ordre des médecins, tous les corps intermédiaires non clientélisés, les associations. Et ça fait du monde. Jusqu'à présent, il n'y a pas de représentants de toutes ces grandes corporations. Quand ils vont au Hirak, ils y vont en tant que tout. En tant que tout, mais maintenant, comment structurer ce Hirak ou une partie du Hirak? Il ne me revient pas à moi de donner le modus opératoire, le mode opératoire. Moi, je me dis qu'il serait temps maintenant de penser à passer à une étape supérieure. Alors, avant de donner la parole à Brahim Younsi, nous venons de recevoir Christophe Oberlin, chirurgien, auteur, militant très actif pour la cause palestinienne. Engagé. Très engagé, en effet. Militant, c'est un petit peu péjoratif parfois dans certaines bouches. Ah bon? Militant, parfois, oui. Moi, je ne trouve pas. Oui, merci. Ben, c'est très bien. Moi, je comprends la belle nuance. Vous allez souvent sur les territoires palestiniens opérer des gens qui sont victimes de blessures de guerre, quoi. C'est bien ça. Oui, ça fait maintenant 18 ans que je vais essentiellement dans la bande de Gaza pour opérer des blessés 3 fois par an. Donc j'ai un ancrage local, je crois, un petit ancrage local. Et nous allons venir à vous dans un petit instant. Alors, Brahim Younsi, sur cette question du V50 demain. Il y a une nouvelle donne. Oui, laquelle? Il y a une nouvelle donne. C'est... je veux dire, aurait pu en faire référence, parce que ça le concerne. C'est le PAD. Oui. C'est le PAD. Oui. Il y a une nouvelle donne. Comment la révolution, moi je ne dis pas Hirak, vous le savez, comment la révolution, comment la composante ou les composantes de cette révolution vont réagir par rapport aux décisions, aux positions, à ce que prévoit, aux prévisions du PAD. Ça me... Le PAD, c'est Pacte pour une alternative démocratique. Parce qu'ils ont décidé... de plusieurs formations. Parce qu'ils ont décidé... il y a une convergence idéologique dans le PAD. Ce sont les partis qui pensent avoir une convergence idéologique. Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas invité d'islamistes, aucun parti islamiste. Par exemple, même d'autres. Il y a même une exigence au sein du PAD. Certains partis ont dit nous ne voulons pas d'islamistes avec nous, sinon nous ne participons pas. C'est ça. Alors que jusqu'à présent, au Hirak, les Algériens manifestent côte à côte. Tout à fait. Sans aucune. J'ai l'impression qu'on veut forcer un peu la main
à la Révolution, aux partis, à toutes les organisations qui existent ou qui vont exister, parce qu'il y a des organisations qui vont certainement naître, émerger de cette révolution, certainement. Et beaucoup parlent d'organisation entre progressistes et conservateurs. C'est un peu, cette dichotomie, personnellement, me gêne. Me gêne parce que les conservateurs peuvent être sont anti-libéraux ou contre le libéralisme que nous vivons aujourd'hui, le libéralisme sociétal. Parce que quelqu'un m'avait fait la remarque pour me dire oui, mais les conservateurs sont des libéraux sur le plan économique. C'est vrai, mais sur le plan sociétal, ils ne le sont pas du tout. Vous faites la différence entre le sociétal et l'économique. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr. je vais vous lire un passage d'un post sur Facebook sur cette tactique qui semble être revenue, que les gens qui ont suivi les événements de 90 connaissent très bien, qu'on appelait le terrorisme pédagogique. Faire en sorte de réveiller tous les vieux démons, agiter l'épouvantail de la terreur, et jusqu'à aller à commettre des crimes terroristes sur des populations et les imputer aux islamistes pour retourner la population contre eux. Alors, ce post sur Facebook, l'épouvantail islamiste est de retour. Retour remarqué des éradicateurs, exclusion des islamistes des dynamiques politiques, le PAD, agitation de l'épouvantail islamiste, désignation de Rachad comme un pratiquant de la taqiyya, c'est sorti hier sur Al-Watan, réception de Ali Haroun par Tebboune, alerte d'attentat terroriste imminent. Un terroriste a été arrêté hier, paraît-il. Autant d'indices qui montrent à l'évidence que les méthodes du terrorisme pédagogique sont de retour. Rien de mieux pour diviser le Hirak et semer les graines du chardon. Voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais dire à mon ami Idir que la question de l'unité et de la coalescence de tous les groupes et même des partis politiques est d'une importance capitale parce qu'il y a ces manœuvres de la part du système et du pouvoir. Il faut absolument maintenir cette unité, il faut que demain cette unité-là apparaisse et que les coalescences entre les différents groupes soient visibles. Tout à fait, mais la problématique aussi, moi j'ai une petite remarque à apporter pour quand on... Moi je ne suis pas membre du PAD, je vous rassure, ou je ne vous rassure pas. Ce que je veux dire par là, c'est que le PAD est une initiative, d'autres vont se créer. Oui. Mon propos préalable a été, je ne crois pas à l'homme providentiel. Je crois à des convergences dynamiques de groupes ou de courants de pensée. Il ne me semble pas, dans aucun document du PAD, et j'essaye de suivre au jour le jour, qu'il y ait eu une exclusion quelconque sur les islamistes. Ah si, il y a excusez-moi, la dernière fois un parti. Excusez-moi, justement, il y a une précision à apporter. Qui s'est retiré d'ailleurs. Non, c'est le PLD, qui est une scission du MDS, qui a fait une déclaration. Mais je le dis, c'est sur les journaux, c'est sur Internet. Absolument. Le PLD ne fait plus partie du PAD depuis déjà quelques mois. Parce que... Il a été, excusez-moi, il est venu aux assises. Aux assises, c'est quoi? En fait, ils n'ont pas discuté dans le fond. Ils ont énoncé une plateforme. Elle est sur Internet, tout le monde peut la consulter. Le monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, monsieur Chentouf, je pense, du PLD, s'est exprimé au nom de son parti, qui disait même dans son déclaration, il n'y a pas assez de garantie de laïcité. Absolument. Mais il ne fait plus partie du PAD, cet individu-là. Sans lui, sans ce monsieur. Oui. Moi, je vous renvoie à l'interview. C'est un secret, d'ailleurs, qui transparaît à travers la propre composition des participants. Et c'était clair, il ne voulait pas d'islamistes, y compris des personnalités islamistes ou apparentées. Il voulait pas du tout qu'il... C'est clair, il ne s'en cache même pas d'ailleurs. Ils n'ont pas démenti non plus. De toutes les manières, moi, il me semble, il y a eu l'interview de M. Mohsen Belabès, président du RCD, sur le Khabar. Jamais il a été parlé d'exclusion. La preuve, c'est qu'ils insistent pour une démarche inclusive. Oui, maintenant, excusez-moi, si vous pensez que M. Mokri est représentatif du courant islamiste, moi je me parle... si M. Jaballah est, etc., je suis désolé, comment voulez-vous inviter un M. Gemazi qui appelle à voter pour le 12-12 ? Non, mais on ne parle pas de il faut qu'on soit là. Oui, on lesquels ? ne parle pas les gens. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise lesquels. Dans le Hirak, les gens, d'une manière générale, et c'est un consensus, ne parlent ni de Mokri, ni de Jaballah, ni des fésistes qui ont rejoint
le régime, c'est Oui, clair. oui. Puisque ces gens-là ne sont pas reconnus par le Hirak. Oui, Ils ne tout vont à même fait. pas au Hirak d'ailleurs. Oui. Ils n'y vont pas. Ils s'y prennent à 2 fois avant d'organiser une manif et quand ils la font, ils l'organisent dans une rue isolée, au milieu de leurs adeptes. Ils se font filmer de très près et ils font croire qu'ils sont dans le Hirak. On a des preuves sur ça. Oui, tout à fait. Oui, allez-y, mais- Ibrahim. pardon. Non, je veux dire qu'il y a aujourd'hui des opportunités de faire une constituante avec les gens du PAD. Bon, moi je ne suis pas, j'allais presque dire, je suis anti-parti pour le moment. Je pense les partis sont fort clos. Je le pense et je l'ai toujours pensé depuis un certain nombre d'années déjà. Les Algériens ne sont pas dans les partis, ne sont pas des partisans d'une organisation de ce type, en tout cas maintenant. Mais il y a l'occasion, même les leaders du RCD ou Du FFS, du PT, etc., peuvent du se retrouver MDS, tout à avec fait. Bien sûr. d'autres de composantes opposées pour parler de la Constitution. Mais ça a été le cas pour le RCD, pour le FFS. Pendant longtemps, ces derniers temps, ils ont cohabité, rencontré des Tout à fait. islamistes. Oui. Moi, ce que ils je ont veux pris dire- langue. Oui, C'est juste non, cette. non, je vais juste Sincèrement, dire le quelque RCD, chose. Le RCD, pourtant, moi, je lui ai été viscéralement opposé sur le plan politique, évidemment, bien sûr. sur le plan politique et idéologique. Mais je trouve que le RCD a des positions aujourd'hui très encourageantes. Absolument. Faut le dire. Il y a certaines convergences avec l'actuelle direction du RCD. Il faut dire, sur le plan politique, il y a des convergences. Juste Il y a ce pas que je veux dire de pour abonder souci. dans ce sens-là, c'est qu'au-delà du RCD, du FFS, du PT, je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui dans la mesure de pouvoir sanctionner une initiative qui n'a pas encore abouti. Vous savez, aujourd'hui, ce qui s'est passé le 25 janvier à Alger, pour moi, ça a été une messe de communication politique. Le travail a déjà commencé. Le travail a déjà commencé sur les documents, sur le préambule de la Constitution, comment doit être la Constitution, la séparation des pouvoirs, Et l'état de qui droit. fait ce travail? C'est des experts issus de tous les partis Non, mais politiques. le PAD, est-ce que Oui. vous n'avez pas l'impression que ça a fait pchit? Là, pour moi, non, parce que vous savez, ils vont aller probablement, la date n'est pas encore retenue, vers des assises nationales. D'accord. Et je pense qu'ils vont s'ouvrir, ils ont besoin de s'ouvrir, parce que, encore une fois, l'image que donne le PAD, si on devait prendre acte de donc, ce que disait Barahim, c'est une voie sans issue. Donc, ils seront obligés de s'ouvrir, laisser le temps aux choses de mûrir. On ne jugera que sur pièce. Alors, Christophe Oberlin, c'est l'occasion pour nous, qui parlons souvent du Hirak, quasiment tout le temps, depuis le 22 février, d'avoir, de voir ce qu'est le regard français sur le Hirak. Comment les Français, des gens comme vous, qui militent, qui s'engagent, qui connaissent les peuples, vous allez souvent en Algérie d'ailleurs, je le rappelle. Comment voyez-vous le Hirak? Écoutez, d'abord, je voudrais faire une remarque sur la discussion qui vient d'avoir lieu à propos de l'épouvantail islamiste. Ça, on le voit ressurgir et on sait d'où ça vient et à quoi ça peut aboutir. Et je crois que la minuscule bande de Gaza, à bien des égards et à cet égard aussi, peut servir d'exemple. Parce que vous avez dans la bande de Gaza et en Palestine eh bien, des partis islamistes, entre guillemets, qui sont des partis démocratiques, quand on leur laisse la possibilité de se présenter à des élections, et qui, depuis toujours, par exemple, en alliance avec le FPLP, c'est-à-dire la gauche de la gauche, ont dénoncé, n'ont jamais voulu aller dans les accords d'Oslo. Donc vous voyez, et donc 30 ans, 40 ans après cette affaire, eh bien, ils sont toujours la main dans la main. Et je peux vous dire un autre exemple. La représentante du FPLP, le numéro 1 du FPLP à Gaza, c'est une femme, Mariam Aboudaka, qui n'est pas voilée et qui est convoquée en tant que représentante du FPLP aux réunions de discussion avec les membres du Hamas. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'exemples. C'est un exemple, il y a énormément d'exemples qu'on peut tirer. Mais ça a bon dos, de cette bande de un Gaza. islamiste dans des conditions Bien comme sûr, ça, bien sûr. dans des conditions polémiques. L'islamiste a toujours bon dos. Et il s'y prête souvent lui-même, d'ailleurs. De façon ou d'une autre. Pour certains, oui. Oui, pour certains.
Mais sinon, sur le Hirak, comment vous Écoutez, voyez? moi je ne représente pas les Français parce que, comme vous l'avez dit, je suis un familier de la Palestine, de l'Algérie et de tous les pays du Maghreb. Donc je regarde ça un peu comme un frère regarde le comportement de son frère avec beaucoup d'espoir. Je me sens très très concerné par ces affaires. Je peux vous dire que j'en parle avec mon entourage presque quotidiennement. Et donc, écoutez... il y a eu la révolution, actuellement il y a la contre-révolution. L'esclavage a été aboli, il a été rétabli par l'Empire et puis il a fini par... Et donc on espère que... on souhaite, on est convaincu en réalité, c'est une question de temps que la démocratie va s'installer. Mais à titre personnel, je ne crois pas que c'est en discutant autrement qu'au niveau de la population. Vous voyez... Je rêvais, par exemple, de reprendre les élections municipales interrompues en 1992, les législatives, les reprendre entre les deux tours, juste au moment où ça s'est arrêté. Vous voyez, oui, mais tant d'années sont passées. J'ai fait un livre sur les prisonniers. Toute une génération est arrivée après qui ne comprendrait pas. Il y a une histoire de prisonnier qui est instructive. Ce prisonnier qui a été enfermé pendant 25 ans, il était parti acheter un sac de farine. Et puis 25 ans après, il est sorti de prison, il est revenu chez lui, un sac de farine à la main. D'autres exemples, des prisonniers qui avaient interrompu des études, à 40 ans, ont repris exactement les mêmes études, exactement au même endroit. Il y a un côté symbolique dans tout ça, même si ça pose des questions que vous indiquez. D'ailleurs, j'ai apprécié votre intervention ici, parce que vous alliez parler justement des symboles et du symbole, et puis de la réparation. Et je suis comme vous, et je l'ai dit aussi ici, qu'il faut réparer. Il faut absolument réparer. Si on ne répare pas, on va mal repartir encore. Il faut réparer ce qui a été fait. Pour mettre fin au trauma. Donc tout à fait. Oui, tout à fait. On est une société polytraumatisée, et ça passe inévitablement par une justice transitionnelle, pas une justice spectacle telle qu'on la voit même sur aujourd'hui. le plan politique, si je peux me permettre. Oui. Y compris sur le plan politique. Non, sur le plan politique, la réparation, elle se fera. Moi, je pense que c'est une affaire d'historien et c'est une affaire de volonté politique. Mais il faut que les fonds documentaires soient clairement établis pour que nous puissions, à un moment donné, tous d'accord sous l'expertise d'historiens, sur des bases historiographiques, de documents. Il y a un peu de récit peut-être historique, mais pour exorciser, je vous le disais la dernière fois, il nous faut un catharsis collectif. Il faut vraiment qu'on arrive et puis c'est peut-être grâce à ça qu'on va retrouver peut-être, je l'espère, une communauté de destin, et pour entrer en démocratie et état de droit, Je etc. pense, parce qu'on a parlé tout à l'heure, je me permets de prendre la parole, bien sûr. parce qu'on a parlé tout à l'heure de Cheikh Abdelhamid Mahri, par exemple. C'est lui qui a gagné les élections. Oui. C'est lui qui a gagné les élections. Je veux dire, il a gagné avec les deux autres fronts, Absolument. mais c'est lui qui les a gagnés. Il avait 15 députés. Oui. C'est-à-dire qu'on aurait pu lui rendre justice aussi. Absolument. Lui rendre justice. Mais bon, moi j'avais parlé chez vous dès le premier, je crois, la semaine après le 22, j'ai été pris à partie par certains, j'ai reçu des emails, des messages insultants. Parce que j'avais dit qu'il fallait absolument constituer un groupe issu des élus de 1991. Oui, j'entends bien, sur le plan de la réparation. À parité. C'est-à-dire par rapport à ce que vous avez gagné. Oui, mais la presse française, vous savez, depuis le 22 février, nous sommes à 11 mois maintenant passés, ce sont des millions d'Algériens qui sortent. Certains vendredis, et comme le 22, c'était 20 millions d'Algériens, quasiment tout le corps électoral. Et c'est comme ça tous les vendredis, tous les mardis, de façon très pacifique. On ne connaît pas d'exemple comme ça dans l'histoire des autres peuples. D'un peuple qui a été aussi longtemps enseveli sous des cendres je ne vous dis pas, et qui a connu 2 générations entières qui ont été conditionnées, et qui à la fin se réveille et qui donne des signes qu'il est dans une situation d'éveil politique absolument incroyable, et qui parvient, malgré les provocations, à rester en pacifisme, à revendiquer calmement, et sans leader, sans aucun leader. C'est quand même remarquable. Or, la presse française n'en a quasiment pas parlé, y compris un certain 1er novembre ici à Paris, une marche absolument incroyable de l'avis de la police. Les chiffres de la police étaient entre 40 et 50 000 personnes, et pourtant on n'en a pas parlé.
Comment vous expliquez ce... Alors là, on fait le blackout, hein, le procès de la presse des grands médias. Ça, c'est un vrai sujet. Je crois que ce n'est pas la première fois. Nous, franco-français, on le vit également avec ces mouvements des Gilets jaunes qui durent depuis un an et puis dont on voudrait nous faire croire que ça a disparu alors que les gens sont toujours là, les revendications sont toujours là, les besoins sont toujours là. Donc la volonté du peuple, elle est toujours là. Je crois aussi qu'il y a d'autres moyens que la manifestation dans la rue et on assiste en tout cas à propos de la grève en France sur les retraites à l'émergence de toute une série d'initiatives intelligentes du côté des avocats par exemple. Les avocats pour les marches ont été, je crois, assez leaders. On les a vus dans la rue parmi les premiers. Donc je crois qu'il y a une éducation du peuple qui fait que des moyens nouveaux sont en train de se faire. Là, on va parler tout à l'heure, je pense, de la Palestine. Oui. Il y a bien longtemps qu'on ne réunit pas 20 000 personnes pour soutenir les Palestiniens dans Paris. Oui. Eh bien, ça n'a pas empêché les dossiers d'avancer. Et vous voyez, j'ai apporté un certain nombre de dossiers qui sont très récents et qui sont de bonnes nouvelles pour la Palestine, de très bonnes nouvelles. Là, vous m'avez invité, M. Benchenouf, pour parler de l'initiative de Trump, mais je crois qu'on va en parler assez vite pour parler de ce qu'il y a de sérieux et qui est extrêmement positif. Et là aussi, la presse est tout à fait, je dirais, critiquable, parce que c'est vrai que la presse ne part pas de cet événement majeur qui est en train de se passer au niveau de la Cour pénale internationale. Seule la presse qui en parle tous les jours, pratiquement, c'est la presse israélienne, pour dire des choses parfois stupides, toujours contraires au droit. Et donc, il y a un grand besoin d'explication. Et je vous remercie en tout cas d'être le premier de m'inviter sur un plateau pour essayer de faire un petit peu d'explication très modestement à mon niveau. Justement, alors vous nous y amenez tout naturellement. Juste un mot sur la grève des enseignants. Demain, aujourd'hui déjà, des enseignants, tous les enseignants du primaire. Est-ce que ça va compliquer le Hirak? Est-ce que ça va le booster? Est-ce que ça va le compliquer? À partir du moment où on l'a souvent dit ici, que les volontés de la révolution, comme l'appelle Brahim, je le rejoins tout à fait, étaient finalement l'expression, l'envie, le désir indicible de démocratie, où il n'y avait pas ni de slogan idéologique, ni de revendications socio-professionnelles. Là, on y arrive. Est-ce que ça va probablement... Et moi, j'avais dit à un moment donné que la crise économique risquait d'influencer la nature et l'intensité du Hirak. C'est-à-dire, et là, nous y sommes presque. J'ose espérer que ce n'est pas le cas, évidemment. Mais ça ne va pas compliquer les choses, ça va tout simplement les rendre un peu plus concrètes. Parce qu'au-delà des revendications politiques, de l'état de droit, de la transition qu'on doit organiser, évidemment, s'il y a des revendications socio-professionnelles, peut-être qu'à ce moment-là, il faut être positif, je pense, il faut voir le verre à moitié plein. Toutes ces considérations feront en sorte que les gens pourront s'organiser, mais dans un même but, à la fois la transition et à la fois parler de leurs problèmes socio-professionnels, socio-politiques. Et là, les syndicats autonomes non clientélisés ont un rôle énorme à jouer. Alors, nous allons passer, si vous n'avez... Bon. Alors, le projet du siècle de M. Trump. Brahim, est-ce que vous pourriez nous faire une petite explication de texte? C'est quoi ce projet du siècle? D'abord, vous parlez de projet du siècle. Oui. Je parle sous votre contrôle. Ou le deal. Ils disent le deal du siècle, mais c'est un casse du siècle. D'accord. C'est un hold-up du siècle. Trump et son gendre a joué au prestidigitateur. Je le dis mal. On rappelle que M. Kouchner, son gendre, est l'un des plus farouches défenseurs des colonies illégales en Palestine. Donc, il a fait... c'est l'un des racheteurs. C'est celui qui rachetait des propriétés aux Arabes palestiniens pour pouvoir les dégager, en fait. Dégagement en douceur. Donc, bon, il y a une magie. Il y a une magie, la Palestine disparaît, n'existe plus. C'est ça, en fait. N'existe plus. Ceux qui parlaient de solution à deux États, il n'y a pas d'État palestinien. Moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est cette histoire de tunnel. Ça veut dire le patchwork qu'ils vont leur laisser. Pour aller se rendre visite les uns par les autres, ils n'auront pas le droit d'aller par la route, oui. mais par tunnel, oui. comme des rats. Ils disent autoroute souterraine. Ouais. Autoroute souterraine.
le plan, schématiquement, bien sûr, est très rétréci par rapport, y compris au plan de partage de 1948. Oui. Au plan de partage. Oui, oui. Ce plan donne 4 villes